Hi guys, c'est reparti pour les reviews de Vikings avec les épisodes 4 et 5 de la saison 6. Alors l'épisode 4, je l'avais pas trouvé transcendant. Vraiment, c'était un petit épisode un petit peu mou pour moi. L'épisode 5, un petit peu plus riche, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans la vague, je pense, un petit peu plus tranquille de la saison. On a toujours un petit moment comme ça, et puis après hop, ça va remonter pour la suite de la saison. Et déjà, le trailer de l'épisode 6 semble indiquer que les problèmes vont arriver assez vite. Donc il faut forcément des épisodes comme ça de transition, entre guillemets. Du moment que ça dure pas trop longtemps, c'est pas un problème, donc à voir dans l'épisode prochain. On va partir à l'est avec donc tout ce qui se passe par rapport à Ivar. Alors j'étais assez étonnée qu'Ivar commence déjà à trahir Oleg. Alors effectivement, on est dans la dernière saison, il y a 20 épisodes, et donc il faut quand même y aller un petit peu vite, hein, parce qu'on est déjà à la moitié de la première partie de saison. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que quand même, voilà, faut accélérer les choses, effectivement. De toute façon, la trahison d'Ivar envers Oleg, c'est pas comme si on s'y attendait pas. Je veux dire, ça reste quand même très prévisible. Maintenant, effectivement, je pensais pas que ce serait aussi rapide. Donc, de toute façon, c'était certain qu'il allait se servir d'Igor, ça c'était pas une surprise. Il balance que finalement Oleg n'est techniquement rien et que l'héritier est légitime et finalement la personne la plus importante est celle qui détient le pouvoir et qu'Oleg n'est finalement qu'un espèce de tuteur, très clairement. Donc c'est très particulier de dire à un enfant que finalement il a tout le pouvoir parce que c'est un enfant justement qui a été conditionné par Oleg pour obéir. Il en a pas trop dit, hein, très clairement c'est plutôt du mensonge par omission plus qu'autre chose. Et là on se retrouve avec un enfant qui est jeune, qui comprend qu'il a énormément de pouvoir. Donc ça peut vite dérailler et je pense que le stratagème d'Ivar peut être assez risqué parce qu'effectivement il s'agit d'un enfant et un enfant c'est imprévisible et ça peut faire surtout des caprices. Donc quand on lui dit qu'il a un pouvoir mais que techniquement il peut pas vraiment l'utiliser parce qu'un membre de sa famille veut ce pouvoir justement, c'est un peu compliqué. Je m'attendais à ce que cette discussion arrive quand même bien plus tard. Là pour le coup elle arrive très tôt et en plus on sent qu'Igor est intéressé par ce que dit Ivar. Au début on se dit oh, qu'est-ce qu'il raconte, enfin voilà c'est un étranger quand même et au final ils ont quand même noué une relation de proximité, ils commencent à être vraiment proches. Même je pense qu'Igor préfère même Ivar à Oleg, c'est même certain maintenant, enfin avec le temps qui passe on comprend très fortement parce que Ivar vraiment accorde de l'attention à Igor, il apprend sa langue ancestrale, etc. Donc il accorde vraiment une valeur à cette personne et il se sent forcément valorisé, ce que ne fait pas Oleg qui l'utilise comme un pion, voilà, tout simplement pour garder le pouvoir, tout simplement. Igor va être intéressé par ce que lui a dit Ivar, il croit Ivar en plus, donc ça va poser de problème. Oleg a préparé son armée pour la Scandinavie, a même préparé aussi des faux documents. Je sais pas s'il y a une façon de savoir que ces documents sont faux, je suppose que oui, mais je suppose que ça a été quand même très bien retranscrit pour qu'on ne sache pas que ce sont des faux. Et ça peut leur permettre aussi de gagner du temps. Dans tous les cas, si ça a été présenté comme ça, c'est qu'il y aura forcément une importance par rapport à ces papiers dans la conquête de la Scandinavie. Donc Ivar est forcément content, néanmoins, ce qu'il n'apprécie pas, c'est qu'il ne veut pas être un roi pantin, c'est-à-dire il ne veut pas être roi sous la coupe de dirigé par... lui, il veut être la personne la plus haut placée, tout simplement. Il veut le pouvoir suprême. Et donc, être manipulé par Oleg, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est très clairement, il récupère la Norvège, hop, il place Ivar comme ça, et puis, merci, voilà. Oleg lui dit ce qu'il faut faire. Donc ça ne lui plaît pas du tout, alors qu'il est dans une situation quand même où, comme le rappelle Oleg, il n'est pas trop en bonne position pour négocier quoi que ce soit dans la situation où il est, qui est quand même très chaotique avec ses frères qui ont pris le pouvoir. Lui n'est pas du tout bienvenu et qui n'a pas d'allié à part Oleg, donc très compliqué quoi. Et Oleg il va être déçu par la réaction d'Ivar, il pensait quand même qu'il serait beaucoup plus enthousiaste, parce qu'il lui donne très clairement ce qu'il veut, c'est-à-dire une vengeance contre ses frères et le pouvoir. Enfin un pouvoir, pas celui qu'il veut, mais en tout cas une forme de pouvoir. Et justement on sent tous les doutes qu'avait Oleg avant, justement tout ressort en fait, tout ce qui est de la trahison de sa femme, de ses frères, etc. Tout ça revient sur le devant de la scène parce qu'il se dit mais au final Ivar peut aussi me trahir si finalement il veut plus, c'est que ça peut ne pas fonctionner. Donc ouais, il y a une espèce de mise en garde et en même temps, Oleg n'a pas envie de perdre le seul allié, la seule personne dont il se sent proche véritablement. Justement, ça va peut-être changer après par justement son mariage, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment Ivar est vraiment la personne la plus proche qu'il a lui, c'est vraiment une espèce de frère de cœur, de frère spirituel, mais il n'est pas dupe quand même. Et Ivar sait très bien que c'est un personnage qui est complètement imprévisible, mais en même temps, il a pas trop peur de lui, hein. Enfin, c'est assez bizarre. Donc Ivar va libérer Dire. J'avoue que je l'ai pas vu venir, mais justement c'était un point que j'ai trouvé intéressant, justement,
qu'il utilise le frère pour récupérer du pouvoir, c'est-à-dire notamment il va pouvoir récupérer du pouvoir dans cette région-là, mais en plus, si Oleg l'emporte sur les Norvégiens, bah du coup, on aura un Ivar qui pourra avoir du pouvoir à 2 endroits différents. Je sens que la chute, ça va être que Ivar, à force de vouloir trop, il va se casser la figure. Après, je sais pas si on va lui faire la même mort que dans la vraie vie, parce qu'elle me semble beaucoup trop facile scénaristiquement parlant, et en même temps, ça pourrait être assez ironique, mais bon, j'en dis pas plus. Suite à la libération de Dir, alors là, le coup de la scène avec quand il y a les plats avec les têtes dedans, enfin, c'était certain qu'il y avait des têtes dedans. Je voyais pas comment ça pouvait être autrement, de la façon dont c'était filmé, etc. Et c'est un peu le problème, je trouve, de cette saison 6, c'est que très prévisible, trop prévisible pour plein de trucs. On va revenir par la suite aussi pour tous les autres trucs. Mais vraiment, j'ai l'impression que sur tous les arcs de personnages, tout est prévisible. Donc, Oleg fait une sorte de mise en garde. À ce moment-là, je pense qu'on ne sait pas trop s'il se doute d'un stratagème d'Ivar ou pas. Je pense que l'idée lui vient en tête, mais que pour l'instant il ne pense pas vraiment qu'il l'ait fait en fait. Je pense qu'il dit ça, voilà, c'est pas ça lui est passé par la tête, mais c'est pas vraiment une piste principale pour lui, je pense. En tout cas, voilà, il y a un petit moment de suspense, un petit moment de tension. On se dit bon bah est-ce que quelqu'un va capter, et notamment est-ce que Igor va capter ou pas. On sent très bien que non. Ivar qui est un petit peu impressionné, mais pas plus que ça en fait. On a vraiment l'impression que c'était brûlé, il a vraiment peur de rien ni personne. Trop de confiance en lui justement risque de lui nuire à un moment donné. Et on se dit, mais en fait, il n'y a rien qui peut vraiment le déstabiliser, à part qu'il soit vraiment pris la main dans le sac. Pour l'instant, il n'y a rien qui peut le déstabiliser. Et effectivement, j'ai pas vu venir le fait qu'ils allaient faire revenir Freydis, mais sous la forme de la future femme d'Oleg, donc l'actrice qui est revenue, teinte en brune, pour faire une espèce de fantôme qui revient, en fait. Et je pense que ça va être intéressant justement par là et que le personnage va en jouer beaucoup de ce truc que Ivar est persuadé que c'est Freydis qui a soit toujours en vie ou qui est revenu, parce que bon, il était quand même persuadé qu'elle était morte et on l'a clairement vu mourir. Hein. Peut-être une espèce de réincarnation, une espèce de quelque chose de mystique qui serait possible. Il y a beaucoup de choses de l'au-delà un peu hein, dans ces épisodes. Hein. Et j'aime bien cette façon qu'il a d'être fasciné parce qu'il y a quand même tout un tas de background derrière par rapport à Freydis. C'est la première femme à part sa mère qui lui a vraiment accordé de l'attention et de l'amour, qui a vraiment été là pour elle, qui l'a supportée. C'est la première femme qu'il a réellement aimée et c'est aussi peut-être la personne la plus proche de lui qui l'a trahi parce que bon, il y a ses frères, etc. Mais ses frères, c'était ses frères de sang. Mais en termes vraiment de proximité, ça restait quand même à un moment donné Freydis. Ce personnage représente beaucoup de choses et peut effectivement déstabiliser Ivar. Et notamment, c'est pour ça que le trailer du prochain épisode semble me dire que l'épisode va être intéressant, notamment par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on va beaucoup en jouer. Et en plus, Ivar commence à tomber dans une espèce de paranoïa. Mais il se dit, mais c'est Oleg, il se joue de moi, c'est pas possible. Il devait savoir à quoi ressemblait Freydis ou je sais pas. Bon, voilà, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il aurait fait quelque chose d'un petit peu surnaturel pour que Freydis revienne ou est-ce qu'il a pris une femme qui ressemblait à Freydis exprès? Mais comment il aurait pu savoir que Freydis ressemblait à ça? Et je pense qu'Oleg a vraiment vu le regard qu'avait Ivar en voyant justement la future femme d'Oleg. Vraiment, il a été marqué. Je pense qu'il a vu ça. Et comme il a des doutes, je pense, sur la confiance d'Ivar, il va beaucoup jouer avec ça. Ça va être un petit peu compliqué. Peut-être qu'elle va être charmée par Ivar et qu'elle va jouer de ça justement, de son souvenir d'une autre femme pour pouvoir l'attirer dans ses griffes. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc je suis assez intriguée par cette partie que j'ai vraiment pas vu venir. Il peut vraiment déstabiliser un personnage qui a l'air d'avoir sinon peur de rien. Du côté de Vitsierk, c'est un peu succinct et j'avoue que j'ai du mal un peu à décrypter tous ces passages, notamment parce que les paroles d'Ivar me semblent un peu confuses, notamment aussi celles du devin. Vitsierk, il est dans le squat de l'époque, c'est vraiment les squats... c'est vraiment le squat de l'époque, quoi. C'est vraiment ça. C'est un truc, ils sont tous en train de se droguer. Enfin, c'est un délire. Donc, Ube va aller voir son petit frère et va lui confier donc la mission en personne, hein, parce qu'il voulait lui confier la mission, mais il avait disparu très clairement. Il va lui confier la mission donc de se rendre sur la route de la soie pour pouvoir mettre en place des alliances commerciales, etc. Finalement, Vitsierk est complètement drogué. Alors, lui qui se dit très reconnaissant que son frère lui donne une tâche à faire, etc., qu'il lui fasse confiance malgré le fait qu'il ait plein de soucis, il est toujours en proie à ces démons, c'est vraiment très compliqué. On sent le Ube qui est très
très sévère quand même avec son frère parce qu'il il laisse rien passer. Hein. Parce que il a laissé beaucoup sa chance à Witzer, il a essayé de pardonner des choses et au final ça s'est soldé par un échec et encore là. Et là maintenant qu'il veut lui accorder sa confiance, qu'il lui concède une mission, eh bien il n'est pas capable de la remplir. Witzer qui est hanté par non seulement le fantôme de Thora, mais en plus le fantôme calciné, hein, pas le souvenir agréable qu'il peut avoir de la jolie fille, etc. Le fantôme qui veut vengeance, qui veut vraiment qui tue Ivar. Mais à côté, il y a cette espèce de démon. Alors j'essaie de chercher sur internet à quoi ça pouvait être, mais ça peut être en fait des choses différentes. Donc c'est pas très clair pour moi. D'où le fait que j'ai pas compris vraiment la signification de ce monstre et j'ai pas compris pourquoi ça finit comme ça. Parce que l'épisode 5 se termine avec le monstre d'Ivar qui vient sur lui. J'ai pas compris. Et les phrases du devin qui disent oui, mais tu n'es pas prêt à accomplir ton destin. En fait, c'est soit ça s'arrête là parce que tu vas faire. En gros, c'est soit tu vas faire une overdose maintenant et c'est fini, soit tu vas réussir à passer cette étape et par la suite, effectivement, de grandes choses t'attendent parce que c'est vrai qu'il avait quand même prédit des choses assez dingues qui nous fait penser qu'effectivement, il va se sortir de ce cercle vicieux, il a tous les vices, on se demande comment il fait pour être encore en vie. J'ai envie de voir quel va être vraiment le déclic. Est-ce que ça va être parce que y a une nouvelle fille qu'il aime, alors, voilà, encore une nouvelle fille qui arrive comme ça, on sait pas pourquoi, on sent très bien qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle va l'aider, etc. Je sais pas en fait s'il va s'en sortir par la douceur justement peut-être de cette femme ou des femmes qui l'entourent, ou par justement le côté un peu brut de pomme de Ube, peut-être, je sais pas, ou peut-être qu'il va s'en sortir lui-même, peut-être les phrases du devin vont finalement avoir une incidence sur lui, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je comprends pas trop, c'est le sens en tout cas qu'a pour Witzer, les phrases d'Ivar, parce que finalement c'est un retour de bâton de ce qu'il a fait, je sais pas trop, j'ai vraiment du mal à expliquer tout ça, j'ai du mal à comprendre, parce qu'effectivement, il jure à Thora qu'il va tuer Ivar, mais à côté il a peur d'Ivar, et en même temps, est-ce qu'il a voulu le tuer depuis le début? Je dois avouer que cette partie-là est totalement confuse. Ube va apprendre donc que Ivar est à Russe de Kiev. Pour l'instant, il n'est pas annoncé effectivement qu'ils vont arriver dans le coin, parce que je pense que ça va arriver à partir peut-être dans 2 épisodes, quelque chose comme ça. À partir du moment où ils vont savoir que l'armée arrive, ils vont savoir qu'Ivar est avec eux. Mais en tout cas, je pense que Ube prend la menace très au sérieux et on va voir comment Witzer va le prendre. Ce passage Witzer, il va falloir, comme toutes les pathologies psychologiques dans les séries, faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Les gens tourmentés et tout, faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'au bout d'un moment c'est lassant et là ça commence à faire quelques épisodes. Donc voilà, du côté du village de Lagartha, donc Lagartha se prépare donc à accueillir les fameux bandits. De toute façon, je vous l'avais dit de toute façon que je pensais que les 2 enfants allaient mourir. Au final, il y a que le garçon qui est mort, mais je veux dire, c'était marqué sur sa tête. Je vais mourir dans les prochains épisodes, ça c'est certain, et ça aura tout un tas de conséquences. C'était sûr, je veux dire, les adieux, etc. Ils arrêtaient pas de parler des enfants alors qu'on n'entendait pas parler depuis très longtemps. C'est plutôt mal fait, je trouve. C'est bâclé et en même temps pas vraiment, c'est-à-dire qu'on essaye de pas faire quelque chose de gore parce qu'il s'agit quand même d'un enfant. Je dis ça, mais les enfants d'avant, ils sont morts assez salement quand même. Hein. C'est-à-dire l'autre qui se prend une flèche et tout, nanana. Bon, c'est pas des trucs horribles, mais lui, clairement, on a l'impression que, enfin, je sais pas, on a cuté un truc et du coup, on n'a pas vu vraiment comment il a été touché. Alors, après, je me rends compte qu'effectivement, il a été touché au niveau du ventre, mais sur le moment, j'ai pas compris quoi. Je veux dire, je pensais qu'il avait été taillé ici, enfin quelque chose. Je me dis même, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de le soigner? La blessure semblait pas mortelle forcément sur le moment, donc il n'y a que quand t'as dit effectivement oui tu vas mourir que voilà quoi. D'ailleurs le moment était très émouvant, j'ai trouvé, même si effectivement la blessure et tout c'était mal fait, la bataille en elle-même, bon, elle était sympa, mais elle était très courte, donc vraiment juger une bataille aussi courte, c'est pas pertinent, je pense. C'est assez émouvant de voir Lagartha comme ça, qui tient très clairement entre ses mains sa descendance, et donc un membre de sa descendance qui s'éteint. Et l'honnêteté qu'elle a quand il demande « Est-ce que je suis en train de mourir, Lagartha ?» et qu'elle dit « Oui, tu es en train de mourir, mais t'as été brave. » Enfin, ça prend quand même au trip, quoi. C'est un enfant, quoi. C'est un enfant, c'est le fils de son fils, et elle doit lui avouer à son jeune âge qu'il va mourir, mais le rassure en lui disant qu'il va se retrouver avec les meilleurs guerriers, vikings, etc., et notamment Ragnar. C'était très émouvant. Par contre, Gunnhild qui par une vision se dit oh là là il se passe quelque chose dans le village de Lagartha. Enfin voilà, je veux dire, les visions, j'aime bien les visions quand c'est utilisé avec parcimonie, quand c'est pas pour la facilité scénaristique, pour débloquer des situations quand vous savez pas comment amener tel ou tel personnage. Je pense qu'il y avait des façons plus simples d'amener Gunnhild sans pour autant faire un truc aussi craqué que... Oh, j'ai rêvé que dans le village, ils se faisaient attaquer et tout, ça a l'air d'être le village de Lagartha sur tous les villages qui existent voilà, en Norvège. Enfin, c'était le village de Lagartha et du coup, oh bah je vais me rendre là-bas. Ouais, en plus, il trouve une fausse excuse pour que Thorvin n'aille pas là-bas. Enfin, je veux dire, je trouvais que Ube forçait de ouf pour que Thorvin parte pas et que c'était pas forcément super légitime. J'ai l'impression que toute cette partie-là de Gunnhild qui doit partir là-bas, c'est un peu forcé, et en même temps, le fait qu'elle arrive vraiment au village de Lagartha, je trouve ça intéressant, bon déjà parce que c'est la belle fille, et Gunnhild n'a pas de
je trouve, n'a pas d'intérêt en tant que femme qui n'est pas guerrière, en fait. C'est-à-dire que Gunnhild, c'est le personnage qu'on a connu par son aspect guerrier, donc du coup, de femme du peuple, ou je ne sais quoi, enfin voilà, qui aide Ube et Torvi pour le royaume, etc. C'est pas, plus ou moins, c'est pas très intéressant, quoi. Enfin, je veux dire, les choses seraient intéressantes par rapport à Harald, etc. Mais c'est vrai que voilà, cet aspect-là, sinon, c'était pas très intéressant. Donc effectivement, la mettre peut-être future guerrière légendaire après Lagertha, parce qu'effectivement, Lagertha, c'est la guerrière légendaire, etc. Et Gunnhild peut être la nouvelle guerrière légendaire. Je pense que la suite est assurée avec Gunnhild. De toute façon, je pense que Lagertha mourra avant la fin de la saison, si ce n'est à la fin de la saison. C'est un peu long avec Lagertha, effectivement, ils ont rajouté cette histoire avec le village et tout ça, pour étirer un peu le récit. J'ai l'impression qu'on savait plus trop quoi raconter d'autre, d'où le fait qu'effectivement on soit sur la dernière saison, parce qu'effectivement Lagertha, ça commence à être la fin. Mais par contre, j'ai bien aimé le dialogue qu'elles ont eu toutes les deux. Quand Gunnhild a dit oui, je pensais pas que Lagertha dirait ça. Elle dit j'ai dû la déterrer, mais ça n'est plus la même femme en fait, parce qu'effectivement il y a ce côté voilà, quand elle a enterré l'épée et qu'elle l'a déterrée, il y avait ce retour aux sources, un petit peu ce retour de la guerrière, mais la guerrière elle est blessée, la guerrière elle a vécu beaucoup de choses très douloureuses, elle a vu beaucoup de morts, et elle n'a plus le même âge, la guerrière, donc la guerrière légendaire n'est plus la même, et peut-être que maintenant ce sera Gunnhild. Donc effectivement ils vont renforcer les défenses du village. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On verra bien. En tout cas la bataille a l'air d'être beaucoup plus sympathique et beaucoup plus longue que celle de l'épisode d'avant. Après ça, je pense qu'il faut vraiment qu'ils en finissent avec les bandits et qu'ils aillent sur autre chose, parce que les petites histoires de village, de bandits, de grains, etc., ça va pas m'intéresser très longtemps. Donc voilà, il va falloir clore ça assez rapidement, et soit vous trouvez quelque chose d'autre pour Lagertha, soit vous en finissez malheureusement. Mais bon, là, en finir après une histoire de bandits. Parlons du cœur du sujet. J'ai pas vu venir le fait que Olaf voulait un roi pour toute la Norvège, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est totalement imprévisible, comme j'avais déjà dit dans une review précédente. Un coup il est gentil, un coup il est pas, un coup il est gentil, un coup il est pas, donc on sait plus, et je pense que les personnages aussi sont un peu... Hein quoi? Est-ce qu'il a fumé? Est-ce qu'il a pris des champignons lui aussi avec de la bière? Je sais pas. Du coup c'est intéressant de se dire qu'à un moment donné ils se disent que la menace extérieure, elle peut être dévastatrice, et qu'il faut peut-être s'unifier à un moment donné. Peut-être que justement le fait de tous se bouffer les uns les autres, ça peut permettre à des armées extérieures de prendre l'avantage et de prendre des choses qui leur appartiennent, effectivement. Enfin, si justement Kattegat veut devenir l'une des plus grandes places commerciales, etc., de la région, c'est parce que justement ils ont des plus-values par rapport à certains royaumes, etc. Donc ils ont à perdre. Et en faisant des guéguerres comme ça, même si c'est, on le rappelle, quand même dans l'esprit des Vikings, parce qu'effectivement ils en font part plusieurs fois, ça reste quand même un problème. Et donc pourquoi pas finalement un roi de toute la Norvège? En plus c'est une idée qui avait déjà été soumise par Harald, qui avait dit qu'il se marierait avec je ne sais plus quelle femme, enfin qu'il a tué d'ailleurs, s'il devenait roi de toute la Norvège. Enfin voilà, c'était son but ultime. Donc on sent qu'il y aura forcément un peu de loup dans le gaz, quoi. Quand Olaf propose ça à Björn, on se dit mais il y en a pas un qui voulait ça avant. Donc on sent la douille arriver, on sent que Harald va faire quelque chose. Ses regards avec Ketil, c'est vrai, au premier visionnage je me suis dit Ketil est avec Harald parce que Ketil avait fait un... Ketil ou Ketil, je sais plus comment on prononce, avait parlé à Björn, avait effectivement expliqué tout ce qui s'était passé par rapport à Floki, que Björn était énervé et qu'il a dit j'espère qu'on reverra Floki revenir, parce que sinon ça va mal aller pour toi. Donc bon, on pouvait penser effectivement qu'il se vengerait, sauf que finalement Ketil est quand même un vrai viking dans l'âme et a quand même une sorte de loyauté. Alors est-ce que c'est pour sauver sa peau, ou est-ce que c'est parce qu'il a une vraie forme de loyauté? Je pense que c'est parce qu'il a une vraie forme de loyauté. Et du coup, il sent que le truc peut mal tourner, que ça peut ne pas le faire. Je sais pas si, quand il discute avec Olaf, il le dit à Olaf qu'il sait très bien qu'Harald a manigancé quelque chose, parce qu'il le sait, Ketil en voit à plusieurs reprises, qu'il sait que Harald a manigancé quelque chose. Et c'est pour ça qu'il regarde avec insistance, il a d'être au courant. Non seulement, de toute façon, on savait que Harald allait faire quelque chose de travers, mais en plus, il y a plusieurs signes qui ne trompent pas, et notamment quand il dit à Björn, ne t'inquiète pas, je vais accueillir telle ou telle personne, ne t'embête pas, je vais le faire moi-même. On sait très bien que c'est pour s'accorder les faveurs des gens, donc place ses billes un petit peu partout, il négocie, etc. Moi, si je suis roi de toute la Norvège, t'auras ça, t'auras ci, t'auras ça. Pour que le jour du vote, effectivement, il est juste à voter pour Björn pour faire croire qu'il a toujours été loyal, mais tous les autres vont voter pour lui. Et là, Björn ne pourra plus rien dire. Il dit, bah non, attends, moi j'ai voté pour toi, donc je comprends pas, les autres c'est leur volonté propre. Enfin voilà, c'est un peu particulier. J'ai bien aimé la manière dont a été mise en scène l'élection,
notamment les bruits, là, les percussions, etc. J'ai trouvé ça assez épique, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Je sais pas si vraiment la façon de faire l'élection là, avec les runes de couleurs et tout, alors, je ne sais pas du tout si ça se passait comme ça à l'époque. Je trouve pas ça très pratique d'ailleurs, mais bon, de jeter des runes de couleurs dans l'eau, enfin bon voilà, après contre les runes, etc. Je sais que ça va mal se passer quoi, mais justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est toute la confiance qu'a Björn. Björn, ouais, bah de toute façon, moi je veux des concurrents, parce que sinon, une victoire sans concurrent, possible, c'est un peu le jeune, voilà quoi, trop confiance en lui, donc je sais que ça va pas le faire, mais justement la désillusion va être quelque part un peu marrante, vite fait quoi. C'est un peu dommage parce que Harald est un personnage que j'aimais beaucoup et j'avais envie de le voir vraiment gentil, parce que on a tendance à oublier parce qu'il fait 2-3 trucs sympas, qu'à la base c'est quand même un fief enfoiré quoi. Tout ce qu'il a fait avant, il a quand même, il a tué son frère, il a tué une femme et puis je crois son mari aussi, parce qu'elle voulait pas l'épouser, je sais plus quoi, enfin parce qu'elle était pas tirée par lui, il s'est mis du côté d'Ivar, enfin ouais, il a fait quand même tout un tas de trucs assez salaces qu'on lui a pardonné, je trouve, un petit peu trop facilement, mais effectivement, j'espérais une espèce de rédemption, j'espérais effectivement, on avait le doute jusqu'à la fin de est-ce qu'il allait trahir Björn ou pas à la fin de la dernière saison. Finalement, il l'aide. Finalement, c'est pour arriver à ses fins, on comprend aussi, mais la rédemption, elle n'arrive pas, et c'est quelqu'un de terriblement ambitieux. Et en plus, quand on connaît sa vraie histoire, on se pose la question de ce qui de ce qui peut advenir de Björn. En tout cas, ça va certainement provoquer des conflits qu'on devait éviter. C'est surtout ça, c'est le truc, c'est que au final, cette roublardise, ce fait de pas être du tout loyal, de pas du tout la jouer à la régulière, ça va provoquer tout ce que Olaf et les autres ne voulaient pas, c'est-à-dire le retour des guerres, le retour des conflits internes, des batailles, etc. qui ont coûté la vie, qui peuvent effectivement être une faiblesse, puisque on sait en plus qu'Oleg va arriver avec son armée par la suite, donc c'est faciliter clairement sa victoire de faire ça. Peut-être que Oleg va arriver au moment où ce sera peut-être pas trop tard, et effectivement que tout le monde se liguera contre un ennemi commun, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour le coup, prévisible Harald, prévisible petit-fils de Lagertha meurt, prévisible Ivar avec la trahison, enfin voilà, beaucoup de choses prévisibles malheureusement, mais j'ai quand même de l'espoir parce que de toute façon les épisodes se regardent quand même bien, je veux dire. Notamment cet épisode, ce que j'ai bien aimé par rapport à beaucoup d'autres, l'épisode 5, je parle pas le 4, j'ai pas forcément été dingue de fou, mais l'épisode 5 j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il y avait vraiment cette immersion dans Kattegat, il y avait la foule, même le fait de l'élection, comment c'est fait, enfin, c'est vraiment... là, c'est vraiment la série dans laquelle je me sens vraiment en immersion, quoi. C'est limite si je vais pas avoir froid juste en regardant la série, tellement je suis à fond dedans en fait. Les costumes sont géniaux, il y a cette espèce de foule, la musique, etc. Tout est... voilà, les commerces et tout ça, tout est vivant, tout est vraiment réaliste pour le coup. On voit pas les petits trucs, les décors fabriqués, les costumes, etc. Non, ça fait vraiment vrai, et c'est pour ça que c'est un épisode que je trouvais sympathique, et voilà, même s'il y a des choses qui sont pas parfaites, je l'ai trouvé quand même très sympathique à suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!